La tension monte également dans les maisons de retraite et les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, les EHPAD, à cause d'une réforme sur leur financement. Il y a un mouvement inédit mardi prochain qui s'annonce avec les syndicats qui sont mobilisés, qui représentent les personnels des EHPAD, mais aussi les associations de directeurs et même les retraités qui vont se mobiliser. On accueille notre troisième témoin. Bonsoir Romain Gisolm, vous êtes directeur de l'association des directeurs au service des personnes âgées. C'est rare que les directeurs également montent au créneau, c'est la preuve que l'heure est grave ? Bonsoir, c'est rare que toutes les organisations représentatives, syndicales représentatives du secteur se regroupent effectivement, soutenues, vous l'avez dit, par l'association des directeurs au service des personnes âgées que je représente ce soir. C'est même inédit dans le secteur. Et c'est en cela que ça signe un moment, oui, particulièrement compliqué et grave pour le secteur de l'aide aux personnes âgées, en établissement et à domicile d'ailleurs. Alors, votre collègue Pascal Chanvert demande des excuses à la ministre Agnès Buzyn pour avoir critiqué les directeurs de maisons de retraite et dénoncé leur gestion managériale des établissements. C'est vous qui ne savez pas gérer ou c'est l'État qui ne vous donne pas les moyens pour gérer ? Écoutez, depuis 20 ans que la France accumule un retard considérable dans ce secteur, effectivement, si ça ne tenait qu'à des questions managériales, ça se saurait. Or, tous les rapports sur la question, tous, montrent bien, et celui de la députée Iborra, pour être le plus récent, montre bien que la question majeure, c'est bien celui du temps passé auprès des personnes âgées au quotidien, en établissement et à domicile de la même manière. Donc, résumer effectivement cette question à des problèmes de management, même si les directeurs évidemment doivent prendre leur part. Tous les directeurs ne sont pas géniaux, mais pour autant, c'est faire un peu vite. Et oui, ça a blessé bon nombre de directeurs qui, comme l'ensemble des professionnels dans ce secteur, sont très investis dans leur travail au quotidien auprès des personnes âgées, là aussi en établissement et à domicile. La ministre de la Santé a annoncé 50 millions d'euros pour les EHPAD les plus en difficulté. Est-ce que ce sera suffisant, cette enveloppe ? Écoutez, cette annonce, bien qu'un peu tardive et arrivant comme ça à peu de jours d'un mouvement national, est un signe plutôt positif en ce sens qu'il semble que l'État prenne la mesure du mouvement qui s'engage dans le secteur et qui, une fois encore, est absolument inédit. Par contre, il est extrêmement inquiétant. 50 millions, quand l'enjeu pour notre société, parce que c'est un enjeu, certes, pour les personnes âgées, c'est un enjeu pour les salariés, oui, mais c'est un enjeu pour l'ensemble de notre société. Et 50 millions, c'est montrer combien l'État n'a pas pris la mesure de l'enjeu. Qu'est-ce que vous réclamez ? Donc en cela, c'est extrêmement inquiétant. D'ailleurs, toutes les pistes de financement, toutes les études sur le financement, vous parliez des moyens précédemment, montrent qu'il conviendrait d'engager, alors après on peut avoir des estimations plus ou moins optimistes, maximalistes ou pas, mais c'est conviendrait d'engager entre 3 et 7 milliards. Nous, à l'ADEPA, on pense qu'il convient d'engager plus ou moins 4 milliards. Bon. 4 milliards, on en est loin quand on a entendu Emmanuel Macron dire que plus de moyens, ce n'est pas la solution. Moi, j'ai des économies à faire. Mais la différence dans le secteur, c'est d'abord que je vous rappelle que tous les ans, l'État reprend de l'argent au secteur pour le réinjecter, pour combler le trou de la Sécu. Donc tous les ans, ce secteur, effectivement, se voit reprendre des crédits. Ce qui représente déjà quelques milliards depuis la création du London Pentecôte. Et puis, deuxième élément, nous sommes précisément dans un secteur où tous les présidents ont promis une amélioration. Vous savez, ce que nous demandons, c'est simplement que l'État tienne son engagement. Je vous rappelle que le président Chirac avait annoncé en son temps un plan Solidarité Grand Âge de 2006 à 2012 qui devait faire qu'en 2012, le nombre de professionnels serait à peu près doublé. Ça n'est toujours pas le cas. Le président Sarkozy lui-même avait promis une prestation autonomie qui devait augmenter le nombre de professionnels auprès des personnes âgées à domicile en établissement, réduire les coûts pour les personnes âgées et leurs familles. Ça n'a pas été fait. De la même manière, le président Hollande n'a pas non plus tenu son engagement. Donc aujourd'hui, nous demandons simplement à l'État de tenir ses engagements, comme l'État attend de nous, et nous le faisons, c'est normal, de tenir nos engagements au quotidien en termes de qualité d'accompagnement et de service auprès des personnes âgées. Nous attendons simplement la même chose. Donc on ne demande pas des choses inconsidérées. Et puis dernier élément, sur les questions de financement. Aujourd'hui, les questions de financement sont tout à fait envisageables. En 2011,
quand Nicolas Sarkozy envisageait la création de cette prestation autonomie que certains appellent 5e risque. Il avait saisi le Conseil économique, social et environnemental. Le Conseil économique, social et environnemental avait trouvé une piste de financement qui avait été acceptée à l'unanimité, sauf 2 abstentions, je crois. Chose extrêmement rare. Donc la société civile avait dit il y a une piste de financement acceptable pour tous. Donc aujourd'hui, ce ne sont ni les solutions, c'est-à-dire augmenter le nombre de professionnels au quotidien, ni les pistes de financement qui manquent, ce sont bien, effectivement, l'engagement de l'État dans cette question. Vous restez avec nous parce qu'il y a énormément de questions ce soir sur nos différents échanges et sur les choix faits par le gouvernement en termes de financement. On va prendre une première question de téléspectateurs qui va s'afficher. Emmanuel Macron est très à l'aise sur le domaine de l'économie. Va-t-il être à la hauteur pour répondre à ces crises sociales ? Françoise Degois. L'économie et le social, ça n'a rien à voir. On a bien compris. Il y a eu l'illusion qui a fait que beaucoup de gens à gauche ont voté Emmanuel Macron en se disant cette espèce de gauche moderne, social-libérale, dans la continuité de François Hollande. Et puis, patatras, 8 mois après, on se rend compte que finalement, ce gouvernement, il n'y a jamais eu un gouvernement aussi libéral dans ce pays, libéral au sens le plus mauvais pour moi du terme, que celui d'Emmanuel Macron. Donc Emmanuel Macron n'a pas de fibre sociale. Il en a dans les mots, parce qu'il faut le faire, mais il n'a pas d'appétence même pour ces questions-là. Je pense qu'il a une vraie appétence économique, mais ça s'arrête à peu près là. Donc il n'y a pas d'appétence sociale. L'économie sans le social, c'est autant dire marcher sur 2 jambes dans un pays. En plus, il n'a pas de fibre sociale. Non, pas du tout. Il ne l'a. Ah non, rien à voir avec Wauquiez. Il n'a pas de vocation. Il n'aime pas la province. La province, non, je parle pas du tout ça. Je termine vraiment. S'il y avait, d'abord, il aurait anticipé. Vous savez, les EHPAD, c'est exactement comme les hôpitaux psychiatriques. Les EHPAD, c'est vraiment cacher ces vieux que je ne saurais voir. C'est-à-dire, le vieillissement, personne ne veut le voir. Ce sont des sujets qui ont été mis sur la table par tous les candidats à la présidentielle. Ça fait 20 ans que ça existe. Ça fait 20 ans qu'on découvre. Vous savez, je parle sous votre contrôle. Aujourd'hui, les dames qui travaillent en EHPAD disent qu'elles ont 15 lavements à faire le matin, donc elles passent 10 minutes avec chaque personne. Donc ça, c'est pas quelque chose qui s'est dégradé en 2 jours. Sur l'absence de fibre sociale, il n'en a pas. Emmanuel Macron. Il n'a pas d'appétence sociale. Raymond Soubi. Je vais essayer d'y répondre, si vous me permettez. On ne peut pas dire qu'il n'a pas de fibre sociale. Vous avez dit il y a un instant qu'il ne faut pas mélanger l'économie et le social, c'est totalement différent. Si, vous l'avez exactement dit dans ces termes. Or, si vous n'avez pas d'économie qui marche bien, il n'y a pas de social. Vous n'avez pas de social. On ne peut pas distribuer ce qu'on n'a pas. Donc, c'est une évidence et on ne peut pas distinguer les deux. Si. Attendez, laissez-moi finir. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, sur la question précise qui me posait, je dirais que paradoxalement, le sujet sur lequel Emmanuel Macron n'a pas vraiment commencé aujourd'hui, c'est la réforme des systèmes publics, de l'administration publique. Et ce n'est pas le sujet des économies budgétaires, qui n'a pas été encore traité. Donc, ce sujet, on ne peut pas dire que tout ce qui se passe est la conséquence des mesures qu'il a prises, puisqu'il n'en a pas prises. En réalité, les sujets sont devant. Enfin, le dernier point que je voulais dire, c'est que je suis convaincu qu'il y a des problèmes dans les EHPAD. Tous les gens qui ont... Et à domicile. Oui, et à domicile. Mais c'est lié à notre séquence antérieure. On ne peut pas dire, par exemple, l'ambulatoire qui fait faire des économies est inutile, n'en faisons pas. On a besoin, de rechercher des économies intelligentes et qui ne portent pas tort aux malades pour mettre les moyens là où il y en a vraiment besoin. Des économies intelligentes. Un mot, Romain Gisholm, avant la seconde question. Très rapidement, sur ces points entre économie et social. Nous sommes précisément dans un secteur qui permettrait de concilier les deux. Parce que je vous rappelle que là aussi, tous les rapports sur le sujet montrent que investir dans ce secteur, donc oui, injecter de l'argent. C'est de l'investissement social en ce sens que ça va créer des centaines de milliers d'emplois. Et donc oui, ça va participer de l'économie de notre pays. Et oui, ça va permettre aussi de baisser la courbe du chômage. Et puis deuxième élément, sur les éléments de fibre plus ou moins sociale. Oui. J'ai un scoop à vous donner ce soir. C'est que nous avions, jusqu'à cet après-midi encore, la possibilité d'un rendez-vous à l'Élysée lundi. Ce rendez-vous a été annulé, là, en fin de journée. Donc, si effectivement il y a fibre sociale, oui, il faut un peu la matérialiser, parce que, au-delà d'avoir été blessés, maintenant, les salariés se sentent tout à fait déconsidérés. Alors, le débat autour des conditions de travail des gardiens de prison devrait-il s'ouvrir à d'autres professions ? Alexandre Devecchio.
Ouais. Sans doute, on va laisser les crises venir les unes après les autres. Non, de manière plus globale, je crois que Macron se heurte tout simplement au mur du réel. Là, on nous a raconté une belle histoire du président jeune qui avait réconcilié les Français. En réalité, il a trouvé un pays extrêmement malade, clivé entre une France qui va bien, des grandes métropoles, une France qui va mal, des territoires. Sa mission, c'est de les réconcilier, et s'il n'y arrive pas, le réel va prendre le dessus, et il a beau être très très bon en communication, ça ne suffira pas. Le dernier mot à Michel Cotta. Dernier mot, je ne sais pas, mais je trouve qu'on peut évidemment souhaiter que tout le monde, et c'est normal, gagne plus d'argent, que toutes les situations un peu nouvelles, parce que quand même, la France est un pays qui vieillit, donc votre problème qui était secondaire et à 40 ans est en train de devenir principal, évidemment. Mais c'est vrai que je trouve un peu injuste que, alors qu'on vient de dire que ni Sarkozy, ni Chirac, vous êtes remonté à Chirac, ni Hollande n'avaient touché à rien, d'un seul coup, toucher à rien, n'avait pas de ce point de vue résout les problèmes. Je trouve que c'est un peu injuste de dire, comme toute notre émission le montre, c'est une crise sociale terrible qui saute à la figure d'Emmanuel Macron. Et voilà, même s'il hérite d'une situation. Il hérite d'un point de rupture, mais là où il y a peut-être erreur sur la marchandise. On l'aura compris. Oui, mais il a annoncé une révolution. Or, il fait quelque chose de très classique. En fait, c'est un hyper orthodoxe et pas du tout un révolutionnaire. Merci, soutenu par les hommes de Bercy. Merci à tous. Voilà le révolutionnaire. Dans 24 heures, l'info en question. Restez avec nous, l'info continue sur LCI.